chant des partisans. Joseph Kessel, Maurice Druon. Ami, entends-tu le remords des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans au bout des opposants, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaît notre train de pulsions et de larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux de prison pour nos frères. La haine à notre eau, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où des gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, le sang noir séchera au grand soleil sous les rues. Chantez, compagnons. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ce sourd du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Monsieur le sous-préfet, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous, ainsi que Madame la sénatrice, Madame Estrosi Sassone, Madame Fix, Madame la colonelle, Monsieur le représentant de la première DFL, Madame Geneviève Bach, présidente du Souvenir français, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers enfants, Monsieur Romain Musso, Messieurs les porte-drapeaux, merci à vous d'être venus. Chers amis, amis, entends-tu? Vous l'avez bien dit, les enfants. Le général de Gaulle disait « Il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. Le destin d'une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. C'est pourquoi, ici, comme au mausolée, je dis que nous sommes non pas devant des monuments aux morts, mais des monuments de vivants et non, je le répète, de morts, de vie et d'action. Le confinement que nous venons de subir nous a confirmé dans notre devoir de résilience, c'est-à-dire notre devoir de protection, d'équilibre, d'engagement, de positivité, de création. L'escarène, à l'image du général de Gaulle, a relevé le défi qui lui était imposé, celui du virus. Les Escarénois ont répondu dans un bénévolat qui nous a touchés envers les plus démunis, les plus faibles, les personnes à risque. Nous pensions que cette belle image de résistance, comme celle du général de Gaulle, que cette belle image de chez nous allait être générale et poursuivie d'empathie, de respect, tant humain qu'environnemental. En réalité, maintenant, quel choc! Suivant un certain mot du général de Gaulle, quel chienlit! À quelques délations, incivisme, désordre et même chaos se sont mis et se mettent, hélas, en marche. Communautarisme et communautés volontairement non assimilées sont lâchés dans des zones de non-droit. Jusqu'où irons-nous? La France, si chère au général, est salie au quotidien. On veut lui faire abandonner ses valeurs. Ses défenseurs, ceux de l'urgence, de la police, des pompiers, des soignants et même de certains gilets jaunes, offerts à la vindicte populaire, orchestrée par des médias, hélas, cireurs de pompe, au gré du vent. Les amalgames les rendent jouissifs, tels des nostalgiques des armées d'occupation, en complices médiatiques des atteintes à notre histoire, que l'on se doit d'admettre en sa totalité et en son temps.
Nous, ici présents, on pourrait être aussi revendicatifs de la dite annexion de 1860. Non. Ici, comme dans notre conseil municipal, niçois de terroir, italien, portugais, espagnol, harki, ou d'autres d'origine portugaise, polonaise, etc., ne font qu'un. Anciens, jeunes, autochtones ou pas, nous sommes français avec nos racines, mais fiers d'être français, en respect des lois de la République laïque. Gardons espoir et espérons que la France ne nous abandonne pas, même, ce préfet, si nous sommes le petit confetti au bas de la carte. Espérons, en particulier pour notre ligne de chemin de fer, espérons que des Français, vous, nous, ne soyons pas obligés de se soulever pour sa défense comme l'a fait le 18 juin 1940 le général de Gaulle. La France choisira-t-elle comme solution celle de l'unité, du travail et de l'humain, ou celle de l'hégémonie de classe, du chaos et de la soumission à l'assistanat? Ici, point de repentance, point de veau, aurait dit aussi le général. Nous gardons et croyons l'espoir. Pour quelques-uns d'entre nous, nous étions ici en 1960 quand il est venu inaugurer sous une pluie battante donc, le mausolée. Donc on s'en souvient, comme si c'était hier. Il est venu ici et il est allé jusque là-bas. 18 juin 1940, qu'aurions-nous fait? Quelle voie aurions-nous choisi? 18 juin 2020, qu'allons-nous faire? Quelle voie, avec un X, allons-nous choisir? La voie de la résistance ou de la complicité? Qu'allons-nous faire? Quelle voie, avec un E? Quel chemin allons-nous prendre? Celle de l'humain ou celle du désordre? Être homme, c'est être responsable, nous disait Antoine de Saint-Exupéry, et cela est écrit sur notre école. Gardons espoir. Merci. Le général de Gaulle lance le 18 juin 1940 l'appel célèbre, alors que les conditions de l'armistice ne sont pas connues, que le gouvernement britannique n'a pas rompu avec le gouvernement français, que les ministres britanniques eux-mêmes sont partagés sur la ligne à suivre. L'appel, délibérément court, se veut rationnel. La France, avec son empire, demeure une force essentielle. L'Angleterre tient la mer. L'immense industrie des États-Unis rentrera dans le jeu parce que cette guerre est une guerre mondiale. C'est aussi un appel calculé. Si l'on sait que Pétain demande l'armistice, nul ne sait quel pouvoir va se mettre en place en France. C'est donc sur le terrain de la lutte et aux combattants qu'il s'adresse. Pas de ligne de partage politique ou idéologique, ni même militaire. C'est trop tôt. De Gaulle prend cependant date en désignant les responsables de la défaite, les chefs qui depuis de longues années sont à la tête des armées françaises. Un mot, un seul dans cet appel éclaire le présent et l'avenir, résistance. Nulle connotation militaire ou politique, mais une posture morale.
C'est cette posture morale qui inspire de 1940 à 1944 De Gaulle et ceux qui le suivent dans la France libre et dans la résistance. Moment assez rare dans l'histoire pour qu'on y insiste. C'est le discours du 18 juin n'est pas encore un discours politique, c'est déjà un discours de liberté. Il est à la fois une anticipation et un calcul. Anticipation des conditions terribles et dégradantes de l'armistice. Calcul sur le choix que l'Empire pouvait faire pour continuer le combat. La volonté du général de Gaulle est de constituer à Londres un pouvoir politique français qui soit pour les hommes libres et au regard des Alliés l'autorité légitime de la France. Cet appel du 18 juin 1940, qui par-delà le crépitement des ondes exprimait déjà une volonté, une vision, une ambition. Cet appel qui refusait l'armistice, l'abaissement et la défaite, cet appel qui pressentait les grands chocs à venir et la responsabilité de la France devant l'histoire, portant sur ses épaules l'espérance de la reconquête et du renouveau, incarnant la France debout quand d'autres s'inclinaient. Dans ces moments de recueillement, la France n'oublie pas. Elle n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont su, dès la première heure, dire non à l'asservissement, à l'humiliation et à la collaboration. La France n'oublie pas cette voix surgie dans la nuit de l'adversité pour porter l'idéal et les valeurs du peuple français. Elle n'oublie pas la voix du général de Gaulle. Il y a 80 ans, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à le rejoindre pour continuer le combat. Il lançait alors la formule célèbre « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Elle fut au début bien tenue, cette flamme, et bien peu nombreux ceux qui l'entretinrent, au-delà, au-dedans comme au dehors de la métropole. Elle était bien tenue, mais elle ne s'est pas éteinte et a progressivement grandi jusqu'à embraser le pays tout entier. La formule gaulienne est redevenue d'une brûlante actualité aujourd'hui. Voici maintenant 3 mois. Cette fois, il ne s'est pas agi d'affronter un occupant brutal, mais un ennemi insidieux et les conséquences tant sanitaires qu'économiques de son attaque. En cette période d'incertitude, il est bon de nous souvenir de ceux, Français libres et résistants de la première heure, qui n'ont pas hésité ni douté. Il est bon de rappeler les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de se sacrifier. Il est bon de porter, comme ils l'ont fait, un message d'union nationale et d'espoir en l'homme et en l'avenir. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers, les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.
quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas un texte d'un soir, il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître, les Français combattants se sont distingués et ont, partout, porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre les Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective.